Et par exemple, chez Airbus, qu'est-ce que vous avez, mis en œuvre pour créer cette résilience, pour, avoir cette interopérabilité? J'imagine non seulement en interne, mais avec l'écosystème d'Airbus? Alors, je peux vous donner deux exemples. Souvent, les besoins ont émergé de problèmes qui ont été rencontrés. Et donc, ça a plutôt été par réaction que par anticipation. Premier exemple, c'est l'A380 qui a subi un certain retard il y a quelques années. Une des raisons de ce retard et des problèmes rencontrés, c'est lié au fait que certaines équipes travaillaient sur la structure globale de l'avion, d'autres sur les systèmes électriques. Et quand ils sont arrivés à la fin, qu'il a fallu relier les câbles, ils se sont aperçus qu'il manquait quelques longueurs de câbles, tant et si bien qu'on ne pouvait pas brancher les systèmes électriques sur l'avion global. Et donc, un retard qui n'était pas prévu. Et on s'est dit, bon, ben, on va rattraper ce retard. Et donc, on va rajouter des équipes qui vont impliquer des acteurs qui sont distribués dans l'entreprise, certains en France, certains en Allemagne. Le seul problème, c'est qu'ils n'utilisaient pas les mêmes outils et qu'ils n'utilisaient pas les mêmes méthodes, parce que chacun, dans l'historique du groupe, avait mis en place ses méthodes propres et avait choisi des outils qui étaient hétérogènes. Et donc, on s'est aperçu que finalement, on ne pouvait pas rattraper ce retard parce que les gens ne pouvaient pas travailler ensemble du fait de cette hétérogénéité. La réaction a été de dire c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, il faut qu'on harmonise la manière de travailler sur le PLM, le Product Lifecycle Management, en français ça s'appelle gestion des données techniques, et qui s'apparente à une approche industrielle où on anticipe les besoins de collaboration et d'échange de toutes les données numériques qui sont produites pour décrire le produit ou tous les processus associés. Donc, par exemple, on va avoir tous les plans CAO, donc conception assistée par ordinateur, pour tout ce qui est structure de l'avion en global. Et là, on s'appuiera plus sur tout ça mécanique. On va avoir tout ce qui est système électrique, on va voir tout ce qui est lié à l'énergie, on va avoir tout un ensemble de disciplines qui sont impliquées. Et toutes ces personnes produisent des modèles qui sont aujourd'hui des maquettes numériques comportementales pour concevoir l'avion, pour réduire le cycle de développement de l'avion. Et après, le modèle, il faut qu'il soit capable de les échanger. Et pour ça, le PLM a réfléchi à la question de comment les disciplines collaborent dans une approche d'entreprise, comment on travaille avec la supply chain, avec les clients, avec les sous-traitants, avec les partenaires. En sachant que chacun étant autonome, on est à peu près sûr de trouver une hétérogénéité très très forte. Et donc, dans la réflexion autour de Phoenix, on a identifié que les normes, les standards ouverts étaient très importants et qu'il fallait s'appuyer sur une sélection au niveau de la communauté des partenaires qui sont censés être ensemble, une série de normes et de standards qui permettent de supporter l'échange entre organisations et entre solutions logicielles hétérogènes. Donc il y a tout un ensemble de standards dans le monde de l'industrie, qu'on appelle des protocoles d'application qui permettent d'échanger des données entre diverses applications. Et deux actions ont été menées. Une première, ça a été de créer un groupe de standardisation stratégique dont l'objectif était de mettre les acteurs autour de la table pour dire, ben voilà, on se met d'accord sur les standards qu'on veut utiliser ensemble pour couvrir l'ensemble de nos besoins de collaboration. Le monde de la standardisation est un monde où il y a beaucoup de compétition, où il y a le syndrome du je publie ou je meurs. Et donc, on se retrouve parfois avec plein de standards hétérogènes en compétition. Et si la communauté ne se met pas d'accord et n'est pas suffisamment mature pour dire, bah voilà, on a besoin de ça et voilà l'ensemble des standards cohérents et consistants qu'on veut mettre en œuvre ensemble, et on se consulte, voilà, on fait en sorte d'aller dans la même direction ensemble, bah, ça ne marchera pas. Parce que si les gens ne veulent pas collaborer, s'ils n'ont pas anticipé, ça ne marchera pas. Donc c'est la première action qui a été mise en œuvre. Et le groupe de réflexion en question existe encore, c'est l'Aeronautic Space and Defense Strategic Standardization Group. Il y a un site web dessus. En fait, ils réfléchissent, ils surveillent les standards et ils se mettent d'accord sur ceux qu'on est censé utiliser ensemble. Et puis la deuxième approche, ça va être de mettre en place des stratégies entre les gens des méthodes et outils, des départements informatiques qui mettent en place des applications et puis les règles d'architecture pour pouvoir faire en sorte d'avoir des solutions qui font partie d'un ensemble de solutions standards et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonisation sur les méthodes et sur les outils et sur les solutions technologiques qu'on va mettre en œuvre. Donc, c'est le premier exemple. Un autre exemple plus récent, c'est le travail actuel du groupe Airbus sur le fait de pouvoir travailler sur des processus de bout en bout impliquant plusieurs métiers en s'appuyant sur une plateforme intégrée
comme fournis aujourd'hui par les vendeurs logiciels. On peut avoir Siemens, Dassault Systèmes ou PTC. Donc, un choix stratégique qui a été fait et qui dit que ces outils-là permettent de travailler d'une nouvelle manière en intégrant les représentations produites par les divers métiers, en les rendant consistantes. Et on va pouvoir avoir des équipes multidisciplines qui travaillent sur les mêmes types de données avec un outil qui permet normalement de rendre ces représentations consistantes. En sachant que ça, c'est la théorie. Et après, dans la pratique, on s'aperçoit que toutes les grosses entreprises ou les petites entreprises ont des démarches similaires. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes outils. Et au lieu d'avoir une plateforme pour un programme, on risque d'avoir finalement toute une série de plateformes qu'il va falloir interrelier. Et on va travailler dans ce cas-là dans des réseaux de plateformes ou dans des plateformes de plateformes. Et le but du jeu, il y a la notion de réseau. Encore une fois, un réseau n'existe qu'avec les bons protocoles de communication. Et donc, les normes sont des candidats idéaux s'ils répondent aux besoins actuels pour pouvoir être mis aux interfaces entre ces plateformes et servir de protocole entre les applications des plateformes des divers partenaires. Et il y a beaucoup de freins par rapport à ça. Beaucoup de gens n'y croient pas. Et pourtant, les normes, ça existe. Hein. Sans normes, Internet n'existerait pas. Donc, on a vraiment un cas très, très concret d'un environnement où les gens ont besoin de collaborer, collaborent parfois ou sont parfois compétiteurs. Et pourtant, les normes ont émergé. Elles ont été implémentées. Et aujourd'hui, on est capable d'interconnecter via Internet tout un tas de systèmes. Comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui a un intérêt commun à tout un ensemble d'acteurs, à un écosystème. On est capable de se mettre d'accord et de mettre en œuvre des normes et des standards pour se mettre aux interfaces entre les organisations et entre leurs applications. Non, merci beaucoup. Et tu nous avais parlé aussi de cartographie sémantique. Alors, comment est-ce que tu l'utilises aussi dans le cadre de ces projets, en plus des normes, des standards, de cette vision globale?